Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du renseignement israélien, de sa grandeur et de sa déchéance, ou plutôt de sa déchéance suivie de certains de ses triomphes majeurs depuis le 7 octobre 2023, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Clément Renaud, chercheur renseignement, guerre et stratégie à l'IRSEM. Je peux rappeler que vous étiez venu il y a quelques mois maintenant nous parler des effets de la présidence Trump sur le renseignement, à la fois aux États-Unis, mais aussi pour les alliés des Américains. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Et je précise que vous vous intéressez beaucoup en ce moment au renseignement israélien. Vous avez notamment publié un papier sur le renseignement autour des frappes sur le nucléaire iranien, mais vous préparez aussi une étude pour l'IRSEM sur les failles de renseignement autour du 7 octobre. Vous m'avez dit qui sera publié idéalement autour du 7 octobre. Fallait pas me le dire, du coup maintenant j'ai une deadline. Je le dis et maintenant c'est public, donc il faut le sortir pour cette date. Je vais dire que l'idée de cette émission, c'est de faire un peu quelque chose de semblable à ce qu'on avait fait sur les États-Unis appliqué à Israël, c'est-à-dire en quelque sorte une anatomie de l'appareil du renseignement israélien. Évidemment, à la lumière de ces événements majeurs et successifs qui ont été tout d'abord l'incroyable échec du 7 octobre, suivi par au contraire des démonstrations de force assez épatantes, alors pas tellement dans l'opération à Gaza, même s'il y a toute une discussion à avoir sur la place du renseignement dans les frappes, mais aussi et surtout ensuite au Liban, avec notamment l'opération des Beepers, qui est le point de départ de la campagne, notamment aérienne, qui a vu l'élimination d'Hassan Nasrallah et d'une très grande partie de l'état-major du Hezbollah, et puis plus récemment en Iran, avec cette incroyable séquence d'élimination de très hauts cadres de l'armée iranienne ou des gardiens de la révolution qui manifestent un niveau de pénétration assez époustouflant d'organisation pourtant normalement très professionnelle et très sécurisée, puisque c'est très bien la puissance aérienne, mais s'il n'y a pas le renseignement pour cibler, ça ne sert à rien. Et donc ces succès sont des succès avant tout de renseignement, même si les avions sont là évidemment pour faire le job derrière. Et tout ça jusqu'aux frappes sur le complexe nucléaire iranien, dont il faudra reparler aussi de la place du renseignement. Mais donc pour entrer dans le sujet, est-ce qu'on pourrait faire en quelque sorte une anatomie, en tout cas est-ce que vous pourriez nous présenter cet appareil israélien de renseignement, comment il se répartit entre les différentes agences et comment il fonctionne ? Oui, alors le renseignement israélien est composé de 3 agences principales. La première agence, le Shabak, qu'on appelle aussi le Shin Bet, qui est en fait l'agence de renseignement intérieur. Et les 2 responsabilités premières du Shin Bet, c'est d'abord la lutte contre le terrorisme à l'intérieur du territoire israélien, mais surtout le Shin Bet, c'est l'élément essentiel ici, est aussi responsable de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, donc de l'ensemble des territoires occupés, qui sont donc considérés dans l'appareil institutionnel israélien, ces territoires occupés, comme des éléments en fait de sécurité intérieure. L'autre grande responsabilité... Donc c'est eux qui sont en première ligne, qui pointent sur le Gaza. Exactement, on le verra, avec le Haman, qui est le service de renseignement militaire israélien. Et la deuxième grande responsabilité du Shin Bet, c'est le contre-espionnage et la lutte contre les groupes radicaux au sein de l'État d'Israël. Donc ça peut être des groupes arabes, mais aussi des groupes juifs radicaux. Le deuxième service, c'est donc... Si on abusait un peu, on appellerait ça la DGSI israélienne. Et c'est exactement ça. En réalité, leur périmètre de responsabilité est tout à fait similaire. La deuxième agence, c'est le Haman, qui est le service de renseignement militaire. Donc ça, si on voulait faire un parallèle qui n'a pas de sens, ce serait la DRM. Mais c'est un parallèle qui a du sens, parce que c'est aussi une des responsabilités. Alors ce serait une grosse DRM, avec plus de 7000 personnes, et des unités, des capacités opérationnelles extrêmement puissantes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, avec des unités connues, et notamment en matière de collecte et de renseignement électromagnétique. On peut peut-être en dire un mot. Maintenant, il y a des unités qui sont un peu connues parce qu'elles ont des numéros. Il y a l'unité notamment 8200 qui est connue, l'unité 81 aussi. Voilà, peut-être qu'est-ce qu'ils font exactement et pourquoi est-ce qu'ils ont elles ont une telle réputation, ces unités. Oui, alors l'unité 8200 c'est ou 8200. Je sais pas, je l'ai dit. C'est plutôt 8200, je crois. Je l'ai freestylé, mais en même temps, je fréquente très très peu de spécialistes du renseignement israélien, donc c'est pas souvent que je rencontre l'expression. Je crois que c'est 8200 en français, on l'a traduit comme ça en tout cas. Et elle est globalement, pour faire simple, c'est l'équivalent de la NSA israélienne, avec une... C'est-à-dire collecte technologique de renseignement. Voilà, renseignement électromagnétique, offensif, et puis capacité cyber et de pénétration, mais aussi capacité offensive clandestine, surtout le spectre électromagnétique. Donc capacité offensive, ça veut dire hacker des ordinateurs, des postes pour pouvoir écouter, quoi. Exactement.
exactement. Et ça a joué un rôle important aussi dans le partage de responsabilités concernant le suivi de la bande de Gaza. Et 81 ? Et l'unité 81, alors je ne me souviens plus des responsabilités exactes de cette unité, mais en tout cas, ce qui est important aussi de désigner là, tout de suite, sur les responsabilités au sein des différents services de renseignement, c'est que toutes ont des capacités de renseignement électromagnétique, de renseignement humain et de renseignement image en propre. C'est une caractéristique importante parce que justement... C'est-à-dire, il n'y a pas un capteur-collecteur qui dispatche ensuite à l'agence responsable thématiquement de tel sujet ou de telle région. C'est chacune est capable de capter, de pénétrer pour elle-même. Exactement. Exactement. Et ça crée une différence dans l'architecture par rapport à ce qu'on va voir en France où sur le SIGINT, la DGSE par exemple est leader. SIGINT, donc le renseignement sur les signaux, donc voilà, les communications, quoi. Renseignement électromagnétique, ou même chose pour la NSA qui en fait collecte au profit de l'ensemble de la communauté du renseignement. Là on voit que l'équivalent entre guillemets de la NSA est au sein du Haman, mais le Mossad, troisième agence, dispose aussi de ses propres capacités de renseignement électromagnétique. Donc le Mossad ce serait la DGSE. Et le Mossad serait en quelque sorte la DGSE, avec un volet et une culture très opérationnelle et très portée vers l'offensive et la conduite d'opérations en territoire étranger. Et là encore, c'est un élément important, le Mossad, sa compétence s'applique uniquement à l'étranger, en dehors des frontières d'Israël. Et donc sur la bande de Gaza, son application est très limitée. Elle est davantage en charge de la diplomatie clandestine, notamment avec le Hamas et les bureaux du Hamas au Qatar. Et c'est dans cet élément-là que le Mossad intervient. Mais sur le suivi de la menace à Gaza, c'est davantage le Shin Bet et le Haman. Diplomatie clandestine, ça veut dire quand on parle au Hamas en faisant semblant de ne pas lui parler. Mais donc, puisque ça se passe notamment au Qatar, c'est le Mossad qui est plus ou moins en charge de tout ça, quoi. Exactement. Quand on lui parle ou quand, c'est un élément de la stratégie israélienne aussi vis-à-vis du Hamas, qu'on aura peut-être l'occasion de creuser tout à l'heure dans les facteurs de la faille du 7 octobre, financement clandestin aussi de certaines unités. Alors peut-être il faut parler maintenant un peu de la culture militaire du renseignement, enfin la culture du renseignement israélien qui est assez proverbiale. Enfin, je veux dire, le Mossad est autant un répertoire à fantasmes qu'une agence puissante, et c'est une agence très très puissante aussi. On peut peut-être dire qu'il y a une attitude quand même particulière des Israéliens vis-à-vis du renseignement qui remonte à... Je ne sais pas si c'est toujours, mais en tout cas, il y a un marqueur dans la guerre du Kippour de 73, cette idée qu'ils ont raté un truc et qu'ils ne sont pas passés très loin de l'annihilation parce que les armées arabes, elles avaient quand même pénétré assez loin en territoire israélien. Voilà, est-ce qu'on peut dire un peu quelque chose de cette culture spécifique, au-delà de l'efficacité particulière, des Israéliens à la collecte et au traitement du renseignement ? Ouais, le renseignement fait partie intégrante de l'État d'Israël depuis sa création en 1947. Le Shin Bet a été créé en 1948. Le Haman un peu plus tard, à l'occasion de quelques réformes administratives, je crois que c'est 1952. Mais en fait, l'élément central dans la culture du renseignement israélienne, ce qu'il faut bien percevoir, et même aujourd'hui, c'est cette perception de la menace et cette perception d'un État en guerre contre des menaces tout autour d'elle. Donc en fait, c'est un pays qui d'emblée se perçoit comme sous la menace de pays limitrophes, mais aussi d'acteurs non étatiques à ses frontières, et qui d'emblée pense donc sa sécurité à travers des opérations qui sont clandestines, en partie quand même parce que elle n'a pas les moyens conventionnels d'une armée d'un grand pays. Et ça reste aujourd'hui un des éléments marquants aussi, c'est cette conjugaison, et dans les frappes iraniennes qu'on a vu là aussi, c'est cette conjugaison entre des opérations clandestines, l'usage du renseignement à des fins offensives, et des capacités extrêmement précises de mener des opérations militaires. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus portés sur la clandestinité que les autres services de renseignement occidentaux, ou est-ce que c'est un peu une image ? Ou est-ce que c'est aussi un peu un fantasme? Ou est-ce que c'est disproportionné parce qu'ils se sont fait choper un certain nombre de fois? Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc de... Ils aiment beaucoup ça, ils en font particulièrement beaucoup par rapport à, je sais pas, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne? C'est pas complètement erroné de le dire. Néanmoins, toutes les agences de renseignement avec des périmètres d'action extérieurs comme le Mossad, comme la CIA, ont toujours, et c'est leur spectre de responsabilité aussi, mené des opérations clandestines. Dans le cas israélien, elles font partie d'un répertoire d'actions dans une perspective de défense de l'État d'Israël. Et donc, ce recours à l'action clandestine et à l'action offensive nécessite d'avoir une culture opérationnelle extrêmement efficace et qui est en mesure, en fait, d'être un des leviers importants aux côtés de la diplomatie et de la guerre
comme dans les autres États, mais d'autant plus dans le cas d'Israël, un levier que l'on peut activer avec des opérations offensives de nature clandestine. Donc c'est un répertoire qui est utilisé peut-être davantage que dans d'autres pays. Et est-ce que c'est une réputation particulière qu'ils ont au sein des autres services de renseignement? Enfin, on sait que c'est le boulot des services de renseignement que de s'espionner mutuellement et de se regarder mutuellement aussi. Est-ce que c'est une image qu'ils ont, est-ce qu'ils sont particulièrement redoutés par les autres services équivalents, ou est-ce que là aussi c'est... on en a fait tellement de films que forcément, par ailleurs, la culture populaire infuse aussi sur la culture opérationnelle, c'est pas déconnecté, mais ou est-ce que c'est un fait majeur, quoi? Non, je pense que c'est ce qui ressort et ce qui est connu et la manière dont est caractérisé le renseignement israélien, même par ses partenaires et ses alliés. C'est un service de renseignement, enfin ce sont des services de renseignement, mais qui ont vraiment cette efficacité opérationnelle. Les opérations récentes montrent ce haut niveau de sophistication et finalement cette flexibilité et cette capacité à mener des opérations que d'autres États en fait ne se permettraient pas nécessairement. Et donc cet élément de la culture du renseignement israélien, très offensive, très efficace et capable d'avoir des accès extrêmement précis et pénétrants, et quelque chose qui, je pense, est reconnu par leurs pairs dans les autres agences, même si j'ai jamais eu l'occasion de discuter de ce point avec des services ou avec des officiers de renseignement. Maintenant, est-ce qu'on peut peut-être aborder le contexte un peu plus immédiat autour du 7 octobre, c'est-à-dire, il y a le contexte politique dont il va falloir reparler parce qu'il y a un truc très central là-dedans, mais au-delà de ça, c'était quoi l'ambiance, j'allais dire au Mossad, mais plus généralement dans les services de renseignement israéliens dans les mois ou les années précédentes, c'est-à-dire quelles étaient les tâches, quelles étaient les opérations marquantes, centrales aux activités de ce moment-là du secteur du renseignement israélien? Là, ça renvoie à un élément important et contextuel des raisons ou des facteurs de l'échec du renseignement israélien le 7 octobre. C'est que le rapport à la bande de Gaza était basé, ou est toujours d'ailleurs en grande partie, basé sur quatre grands piliers de la stratégie israélienne qui a des impacts sur les collectes de renseignements. Le premier élément, c'est la stratégie de dissuasion, c'est-à-dire l'idée de représailles immédiates et disproportionnées en cas d'attaque du Hamas sur Israël. Cette stratégie visant à montrer au Hamas que le conflit étant asymétrique, toute attaque aurait des répercussions importantes et immédiates. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est vraiment le pilier de la dissuasion. Le deuxième pilier, c'est... Et ça, on peut dire que Israël avait fait quand même un certain nombre d'opérations contre Gaza et contre le Hamas. Il y a 2014, 2021, 2022, 2023. Enfin, je ne vais pas donner tous les noms. Enfin, il y a une séquence d'opérations à chaque fois avec des opérations militaires, mais qui ont donc un énorme volet renseignement. Avec un énorme volet renseignement, et puis des incursions militaires qui ont vocation, ou qui fait partie là, du coup, ça permet d'évoquer le deuxième pilier. Ce sont des stratégies, en fait, à la fois de confinement et stratégies d'opérations ciblées. La stratégie de confinement, c'est depuis le retrait israélien de la bande de Gaza en 2005 et la prise de contrôle par le Hamas en 2007. La stratégie qui a été mise en place par Israël, c'est une stratégie de blocus terrestre, blocus maritime, blocus aérien et de contrôle de l'ensemble de l'espace frontalier de la bande de Gaza, avec un contrôle de l'ensemble des points de passage. Cet élément de contrôle, qui passe aussi par la construction de ce mur entre Israël et l'ensemble de la bande de Gaza, cette stratégie finalement de confinement, basée sur des outils techniques et technologiques extrêmement puissants, a contribué finalement à une perception de la menace relativement contrôlée ou relativement gérée. D'autant plus que, comme tu l'évoquais, des incursions régulières de l'armée permettaient d'aller raser la pelouse, comme il disait souvent, c'est-à-dire finalement d'aller couper un certain nombre de têtes ou d'aller couper un certain nombre de points opérationnels ou de compounds du Hamas pour pouvoir finalement contenir la menace. Et l'élément qui est lié à ça, c'est le troisième pilier de la stratégie, qui est la stratégie d'opération ciblée. Ce sont donc, en fait, historiquement, le Mossad a toujours conduit ce type d'opération, mais le Shin Bet aussi, l'élimination de cadres militaires et politiques, donc avec des opérations de ciblage, et puis menées soit par le Shin Bet directement, soit par le Haman, en fonction des capacités et du partage de responsabilités sur telle ou telle cible, de mener des opérations de ciblage contre des individus. Et puis la troisième... Mais ça, plutôt par des frappes aériennes. Voilà, par des frappes aériennes, par des incursions précises à des endroits précis, mais en fait, tous ces éléments se conjuguent pour créer finalement la doctrine israélienne vis-à-vis de Gaza. Et puis le quatrième élément qu'on a
brièvement évoqué, qui était la stratégie en fait de diviser pour régner, c'est-à-dire en fait de jouer l'exploitation des divisions internes au sein du Hamas de la part d'Israël, et puis entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Le tout donnant finalement, c'est ça qui est important, une compréhension ou en tout cas une analyse générale de la situation à Gaza par les services en charge du suivi de cette menace, c'est-à-dire Shin Bet et Aman. L'idée que voilà, on a une stratégie de dissuasion, à chaque fois qu'on y va, on leur montre qu'on est plus fort, on coupe des têtes régulièrement et à la fin, ils sont toujours obligés de se réorganiser. On mène des opérations ciblées et puis on divise et le confinement permet d'avoir un contrôle sur à peu près tout ce qui rentre et ce qui sort. Et donc finalement, c'est ça un petit peu l'ambiance générale ou l'élément à la fois de stratégie et de perception de la menace à la veille du 7 octobre par les services israéliens. On peut rajouter peut-être un contexte plus régional qui est celui d'une campagne globale contre l'Iran et ses alliés, avec déjà en ligne de mire le programme nucléaire iranien, mais ça passe par des assassinats. On sait qu'ils ont fait des assassinats à Téhéran, ils ont fait des frappes à Téhéran aussi. Bref, ils ont frappé un peu partout. Et donc tout ça, c'est du renseignement qu'il y a derrière. Il y a aussi la question des Houthis au Yémen. D'une manière générale, il y a aussi tout un très gros chantier d'essayer de contrecarrer l'influence et l'action de l'Iran et de ce qu'on a parfois appelé ses proxys, mais de ses alliés en tout cas, des organisations qui servent l'Iran au Moyen-Orient plus généralement. Oui, ça c'est vraiment l'élément de la perception. C'est important de se mettre dans la position finalement israélienne depuis Jérusalem ou depuis Tel Aviv. C'est en fait l'ensemble de ces menaces, du Hezbollah au nord, à l'Iran qui développe un programme nucléaire, au Hamas dans la bande de Gaza, en passant par les Houthis ayant des capacités de frappe directe sur le territoire israélien. Donc en fait, cette perception de la menace fait que il y a aussi une hiérarchisation des menaces qui s'est mise en place. Et ça a été aussi un élément d'analyse de la part des services israéliens, fondamentalement, qui consistait à penser que les capacités opérationnelles du Hamas n'étaient pas suffisantes pour pouvoir mener une opération de l'ampleur de celle qui a été menée le 7 octobre. Et un ensemble d'indicateurs, finalement, ont été interprétés et analysés par les services israéliens comme étant effectivement des éléments d'une menace, mais pas interprétés comme constitutifs de quelque chose dont finalement, comme le jugement en amont était que le Hamas n'en avait pas les moyens, il fallait davantage concentrer l'effort sur le Hezbollah, sur l'Iran et sur d'autres menaces, mais en particulier sur le Hezbollah. Et donc en fait, cet élément de menace, ou cet élément de régional, a aussi consisté à faire une stratégisation, ou en tout cas une hiérarchisation aussi des menaces et des capacités opérationnelles dévolues à chacun des acteurs suivis. Parce que, et là on arrive directement à la veille du 7 octobre, mais il faut préciser que tout ça c'est... Le renseignement, on a parfois l'impression que c'est un peu éthéré, que c'est de l'information, donc l'information ça se divise pas, ça se multiplie, etc. etc. Non, il y a des moyens, il y a des gens derrière, il y a des gens derrière des ordinateurs, et puis il y a des ordinateurs, et devant les ordinateurs il y a des caméras, etc. etc. Et donc tout ça est réparti, qui sur le front nord, qui sur le front ouest, puisque on peut rappeler qu'il y avait quand même une grosse inquiétude sur la Cisjordanie, puisque les colons israéliens faisant absolument n'importe quoi depuis assez longtemps, il y avait la crainte de réaction contre les colons israéliens. Donc tout ça, c'est des moyens qui ne sont pas alloués à Gaza à la veille du 7 octobre. Et par ailleurs, en lisant un peu un certain nombre de documents, il manifeste qu'il y a des commandements régionaux pour le renseignement et pour les forces militaires plus généralement israéliennes, et que le commandement ouest pour Gaza, ils sont particuliers. C'est pas la pointe de tungstène du renseignement israélien, ou en tout cas ils ont une culture institutionnelle qui est particulière et qui n'est pas exactement la même que celle des autres commandements régionaux israéliens, et de ça, qui n'avait jamais été vraiment de très grandes conséquences jusque-là depuis un certain temps, viennent un certain nombre de dysfonctionnements qui ensuite vont rouler en boule en quelque sorte. Oui, et là ça touche au point de savoir finalement, alors là il y a des éléments de culture organisationnelle, mais la question de savoir quels étaient les indicateurs, et quelles étaient les sources, et quels étaient les renseignements dont disposaient les services de renseignement israéliens. Encore une fois, quand je dis les services de renseignement, c'est surtout le Shin Bet et le Haman, et peut-être qu'ensuite on pourra distinguer quelles étaient les responsabilités de chacun d'entre eux dans ce suivi-là, puisque chacun de ces services a
Alors, il n'y a pas eu d'investigation officielle sur le 7 octobre, donc chacun de ces services a fait des rapports internes et ils n'ont pas fuité intégralement, mais une partie d'entre eux a été révélée dans la presse et donc permet quand même d'avoir un certain élément d'analyse ou de rétexte interne. Bon, il y avait quand même en fait beaucoup d'éléments qui étaient collectés par les différents services, mais le premier élément en termes de source, c'est ce qui ressort, c'est qu'il y a eu un affaiblissement du renseignement humain dans la bande de Gaza à la suite du départ en 2005 et que ce départ de 2005 n'a jamais pu vraiment être compensé en termes d'accès après la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Donc il y avait des sources humaines, il y en avait une en particulier qui a fait remonter des informations visiblement jusqu'à la veille du 7 octobre, mais elles étaient assez peu corroborées par d'autres sources humaines, donc il y avait peut-être un point de défaillance sur cet élément de renseignement humain. L'autre élément sur le plan du renseignement électromagnétique et des télécommunications, c'est que ce qui est apparu, c'est que dans les mois ou années précédant l'attaque du 7 octobre, les services du Hamas ont arrêté l'exploitation des communications radio du Hamas pour se concentrer davantage sur l'exploitation des communications cellulaires, c'est-à-dire les téléphones mobiles globalement, mais le Hamas... Ils ont arrêté d'espionner les talkie-walkie, quoi. Voilà, ils ont arrêté d'espionner la VHF et ils ont davantage concentré leurs moyens sur le cellulaire. Mais les cadres du Hamas et les personnes étant susceptibles d'être sous surveillance, se sachant potentiellement sous surveillance, l'hypothèse est posée de savoir si finalement il n'y a pas eu aussi tout un ensemble d'opérations d'intoxication pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de renforcer l'analyse d'une menace contenue, d'une stratégie du Hamas qui ne vise pas à des incursions massives, mais davantage à des lancers de roquettes ou des choses comme ça. Et donc finalement qui ont contribué à renforcer le biais analytique d'une compréhension du renseignement israélien et de la menace qui était caractérisée de cette manière-là. Et puis l'usage aussi par le Hamas de moyens de communication filaires, donc beaucoup plus difficiles finalement à intercepter. C'est-à-dire quand on n'a plus personne sur place et que les gens utilisent des téléphones filaires, ça commence à devenir très compliqué pour les espionner, quoi. Ça commence à devenir plus difficile, effectivement, et surtout, ça permet pas forcément de recouper toutes les informations dans un contexte où il y a déjà la compréhension d'une analyse relativement contenue. Parce que ça, on peut dire, c'est effectivement le truc qui apparaît de toutes les grandes enquêtes que j'ai pu lire sur le sujet, c'est il y avait une sorte de conviction assez chevillée au corps et qui informe tout. Et en fait, ça pose la question du narratif préexistant et parce qu'on comprend toujours les événements à l'intérieur d'une narration qu'on a en tête, à l'intérieur d'une certaine vision du monde qu'on a en tête. Et là, la vision du monde assez largement partagée par les services de renseignement israéliens et par ce commandement Ouest en particulier, c'était l'idée que la dissuasion sur le Hamas, ça marche. C'est qu'on réussit à leur faire peur à chaque fois et que du coup, en vrai, ils sont plus en train de nous chercher, peut-être qu'ils balanceront des roquettes, mais en gros, ils sont en train de comprendre qu'on leur en met plein la gueule à chaque fois et du coup, ça baisse et ils cherchent juste à survivre. Et ensuite, une fois qu'il y a ça, il n'y a que des biais de confirmation. C'est-à-dire toutes les informations qui remontent, intoxication ou pas intoxication, mais sont passées au crible de cette compréhension générale de la situation, de ce que j'ai pu en lire. Et donc, puisqu'on est convaincu qu'on les dissuade, tout est pris comme un indice de dissuasion efficace en quelque sorte. Alors, c'est parmi les analyses, il y en a un certain nombre qui ont été publiées, mais donc on retrouve un petit peu les grandes écoles finalement de l'analyse des surprises stratégiques ou des failles du renseignement ou des intelligence failures quand on analyse le 7 octobre, et c'est pour ça que c'est un cas aussi intéressant parce qu'il dialogue avec cette littérature. Et cette littérature, on peut dire, c'est une littérature qui existe notamment. Le grand truc de ça, c'est Pearl Harbor. Il y a des forêts entières qui ont été coupées pour écrire des livres sur pourquoi est-ce que les Américains n'avaient pas vu Pearl Harbor, mais c'est en quelque sorte le grand événement fondateur de cette littérature sur les surprises stratégiques, et ensuite avec plein de déclinaisons, la guerre du Kippour, enfin il y en a plein d'autres, mais en gros, voilà, il y a tout un champ de la littérature sur les surprises stratégiques qui commence comme ça. Absolument, et finalement c'est un élément topique des études de renseignement et des études stratégiques aussi, c'est pourquoi la surprise, quelles sont les causes de la surprise, est-ce que ce sont des éléments organisationnels et administratifs de dysfonctionnement, est-ce que ce sont des biais analytiques, est-ce que ce sont des défauts de collecte, plus de sources mieux ciblées aux meilleurs endroits nous aurait permis d'avoir une analyse différente.
ou alors est-ce que c'est des échecs de politisation du renseignement, c'est-à-dire des défauts de diffusion du renseignement ou de prise en compte du renseignement par le politique, ou des désaccords dans l'analyse entre politique et services de renseignement. Et voilà, il y a des grandes théories qui tentent d'expliquer ces éléments-là. Dans le cas du 7 octobre, ce qui ressort à ce stade quand même, certains penchent davantage vers la politisation du renseignement, c'est effectivement ce point de l'analyse, avec un enchevêtrement de différents préjugés, ou en tout cas de jugements non interrogés de la part des services et des analystes. Et je pense que c'est quand même là un des points essentiels du fonctionnement du renseignement, c'est effectivement des données brutes, des données interprétées, mais qui sont toujours pensées, analysées tout de même dans un contexte de jugement. Et dans le cas de Gaza, les jugements sous-jacents étaient que le Hezbollah ne disposait pas des capacités militaires pour mener... Le Hamas, pardon, ne disposait pas des capacités militaires et opérationnelles pour mener cette attaque. Le deuxième élément, c'était que le Hamas, ou la lecture de la doctrine du Hamas, était qu'il privilégiait la confrontation indirecte, donc c'est-à-dire des opérations indirectes pour éviter la confrontation de haut niveau avec Israël. Un autre élément de préjugé des services israéliens, c'était que le Hamas ne souhaitait pas perdre les gains acquis depuis 2007 par le contrôle de la bande de Gaza, et qu'une opération cinétique ou de pénétration par terre, air et mer en Israël aurait des répercussions qui leur feraient perdre en fait tout ce qu'ils avaient construit depuis 2007. Donc ça, c'était un élément d'analyse supplémentaire. Et puis l'autre élément était plutôt du point de vue de la perception par les services israéliens de leur propre capacité de renseignement sur le Hamas, qui était que le service de renseignement israélien étant puissant, très technologisé, la menace était contenue, la menace était connue, la menace était monitorée, et c'est en fait l'ensemble de ces préjugés ou l'ensemble de ces jugements non interrogés qui, à la lumière des différents indicateurs et des différents éléments de collecte, qui étaient quand même assez nombreux finalement, récupérés à Gaza par les différentes sources, et a contribué très largement finalement à une évaluation erronée de la menace, non seulement de ses capacités, mais aussi de ses intentions. Et il est clair qu'avec l'arrivée de Yahya Sinwar en 2021 à la tête de l'unité militaire du Hamas, cet élément de doctrine a changé. Il n'a sans doute pas été perçu par Israël. Et donc, tout cet enchevêtrement de positions analytiques non interrogées a contribué à, je pense, mal interpréter la menace, encore une fois. Parce que, et c'est là que le post-mortem est redoutable pour ce truc-là, c'est que il y avait tout. Ils avaient absolument tout en main. Et c'est pour ça que c'est intéressant que c'est la question des narratifs et des visions du monde qui est importante. C'est que c'est pas un défaut de collecte. C'est un défaut de hiérarchisation et de priorisation de ces indices et de ces éléments de renseignement. On peut, je vais pas la faire par le menu, mais on peut dire que dès avril 2022, l'unité donc 8200 avait eu connaissance du plan qui s'appelle donc Mur de Jéricho, qui est exactement ce qui s'est passé, et tout de suite rejeté comme pas réaliste, beaucoup trop ambitieux pour le Hamas. Ensuite, il voit, mais c'est là, c'est captivant, il les voit s'entraîner à faire exactement ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils font dans la bande de Gaza, mais même pas... ils se planquent même pas, et c'est relativement à proximité de la frontière. Ils construisent des faux postes d'observation et ils s'entraînent à les prendre, à faire des opérations commando dessus. Ils s'entraînent à prendre des otages. Et les Israéliens observent tout ça et ils font rien. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, sur la collecte de renseignements, il y avait beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de choses issues de différentes sources, elles-mêmes recoupées. Il y a la série d'exercices et d'entraînements, il n'y en a pas eu qu'un seul d'exercices, ça a vraiment été une série d'exercices, étalée sur 1 année, 2 années. Il y a eu effectivement... Ils font voler des drones à proximité de la frontière, déjà pour s'entraîner, mais pour voir si les Israéliens réagissent. Les Israéliens ne réagissent pas, mais ils le voient et ils n'en déduisent rien du tout. Exactement, et le plan Jericho Wall était relativement précis. Beaucoup des entraînements qui ont été mis en place et faits à proximité de la frontière, comme tu l'as dit très justement, ont été perçus comme... Il y a une analyse dans le rapport du Shin Bet, ou une phrase dans le rapport du Shin Bet qui dit exactement ça, qui dit qu'en fait, tous ces indicateurs et ces signaux faibles
n'ont pas, je refais de tête, mais n'ont pas été perçus comme des éléments d'une menace structurante et imminente. Et on est vraiment là dans le cœur de ce qui a été identifié par les services israéliens comme en fait la faille, c'est-à-dire que tout ça était des points, que ces points ont été collectés, ces points d'information, mais qu'en fait leur interprétation a été faite à la lumière ou à travers une grille d'analyse qui n'a pas transformer ces signaux faibles en éléments constitutifs d'une menace avérée, laquelle menace avérée étant analysée à travers le prisme de toute façon, ils n'en ont pas les moyens. Le plan Jericho Wall, dont ils avaient récupéré les documents lors d'une incursion à Gaza, était perçu comme une grande ambition, mais dont encore une fois, ils n'en avaient pas les moyens. Et en fait, tout cet enchevêtrement finalement d'indicateurs, mais interprétés et analysés à travers les grands éléments que je mentionnais tout à l'heure de perception de la menace, eh ben, ont contribué finalement à une forme d'auto-intoxication, ou en tout cas à une mésinterprétation, un méjugement des intentions du Hamas et de ses capacités. Et c'est là que la culture organisationnelle est extrêmement importante, parce que je veux dire, ça apparaît absolument dans tous les articles sur le sujet. Il y avait des observateurs, qui d'ailleurs étaient des observatrices, apparemment c'est des spotteuses, qui étaient plus ou moins faisaient leur service militaire, qui étaient à proximité, qui regardaient ça, qui remontaient toutes les mêmes informations, et les mecs, puisque en fait il y a aussi ça, disaient on s'en fout, parfois des trucs apparemment misogynes, de vous inquiétez trop, etc. Enfin bon, un truc et de penser apparemment très top-down sur c'est-à-dire il y a le commandement qui sait et du coup les capteurs vont obéir aux orientations du commandement, alors que par exemple il semblerait que au nord, il y avait une culture beaucoup plus dialogique, il y avait un procédé qui est d'ailleurs intéressant, mais qui est mis en place pas qu'en Israël depuis très longtemps, ce qui est ce qu'on appelle l'avocat du diable. C'est l'idée qu'à chaque réunion où il y a un peu trop de consensus, on désigne quelqu'un pour forcer une position divergente, pour forcer les gens à réfléchir un peu avec un peu de friction pour éviter le consensus. Et là, manifestement, le problème de ces institutions-là, c'est que ça s'essouffle aussi. Quand ça devient routinisé, ça marche moins bien. Mais donc, il y avait une culture organisationnelle sur ce commandement-là en particulier qui, manifestement, permettait pas de voir ce qu'on voyait, quoi. Oui, et puis il y a deux éléments par rapport à ça. Le premier, effectivement, c'est sur la remontée d'informations par des officiers femmes qui ont été disqualifiés finalement par leur commandement et par leur hiérarchie. Une analyse est celle effectivement d'une culture organisationnelle finalement qui disqualifie, ou une analyse par le genre en fin de compte, qui disqualifie le fait que ces informations soient pas crédibles parce qu'elles sont rapportées par des femmes. Ça, je pense que ça fait partie des éléments ou des facteurs. Je pense qu'un élément supplémentaire était que l'ensemble finalement du commandement étant globalement convaincu des préjugés que je mentionnais tout à l'heure sur la nature de la menace, ces éléments étaient aussi interprétés comme non constitutifs d'une menace réelle ou imminente. Et d'autres éléments même sont arrivés jusque la veille, avec des détections massives de cartes SIM dans la nuit qui a précédé le 6 octobre, et qui a fait revenir, compte tenu de la masse de SIM détectées, qui a fait revenir le chef du Shin Bet au bureau pour évaluer ce qu'il était nécessaire de faire. Et aucune décision opérationnelle n'a été prise. Et c'est effectivement, ils ont plusieurs trucs. Ils ont une info comme quoi un assez grand chef militaire du Hamas se préparerait à un raid en territoire israélien. Ils regardent, ils en font rien. Ils ont l'information des cartes SIM. Ils regardent, ils en font rien. Par ailleurs, il y a l'unité 8200 qui a un truc qui plante pendant plusieurs heures, donc ils captent plus rien pendant plusieurs heures. Ils montent pas en niveau d'alerte, pour autant ils n'essayent pas de compenser par des capteurs humains par un niveau d'alerte plus élevé. Enfin, et c'est là que il y a un truc captivant là-dedans, c'est qu'ils font des réunions toute la nuit et ils ne font rien. Ils ne font rien, et eux font des réunions effectivement au sein des commandements des services, mais aussi au niveau du Premier ministre, avec différentes réunions autour du Premier ministre, avec le ministre de la Défense, Galland à l'époque, et puis le chef du Haman ou le chef du Shin Bet, qui font remonter ces informations. Mais encore une fois, comme tu dis, je crois que c'est là l'élément passionnant, et c'est là où on peut essayer de poser des jugements normatifs finalement sur ces processus de décision, mais si on analyse de manière rigoureuse
la manière dont ces organisations fonctionnent et le coût politique d'élever le niveau d'alerte, faire bouger des troupes, renforcer un dispositif qui finalement est axé de cette manière-là, alors que la priorité est davantage donnée sur la Cisjordanie, ou que l'analyse en fait qui sous-tend l'ensemble de la stratégie, c'est que globalement le Hamas n'en a pas les capacités, n'en a pas la volonté non plus, et que si on élève tout d'un coup le seuil d'alerte, ça veut dire en gros sonner le branle-bas de combat, ou en tout cas faire un big call qui en fait va à l'encontre de tout ce qui est un ensemble finalement de compréhension des choses depuis non pas des mois mais des années sur la nature de la menace. Donc en fait ce serait un changement, ou c'eût été un changement d'arbitrage, de perception de la menace qui ne s'est pas fait. Et globalement, dans beaucoup de cas d'échec du renseignement, c'est aussi ça. C'est ce nexus finalement entre des informations disponibles, des analyses sous-jacentes qui prêtent à interpréter un certain type d'analyse, et puis des décisions compliquées à prendre sur des informations partielles ou partiales ou dont on n'est pas certain, et qui contredisent un certain nombre de jugements et la responsabilité politique, même si de prendre des arbitrages qui en fait font changer radicalement des postures ou des. Et donc en fait à l'intérieur de chacun de ces éléments, il y a des individus, il y a des organisations, il y a des unités, il y a des psychologies. Et tous ces éléments-là créent en fait cette difficulté a posteriori à donner du sens, ou en tout cas à s'interroger sur l'évidence que ça constituait, mais repris dans la situation des décideurs qui doivent arbitrer à ce moment-là, c'est pas si évident que ça. Je rajoute une petite pépite, mais qui est pas centrale, mais que je trouve hyper intéressante, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le paradoxe de l'avertissement. C'est-à-dire, il semblerait que l'attaque ait été plus ou moins prévue pour les Pessars, qui était, je pense, un peu avant, que les Israéliens ont vu quelque chose, ont capté quelque chose et se sont mis en alerte. Et du coup, le Hamas a décalé l'attaque. Et donc, le paradoxe de l'avertissement, c'est que on capte quelque chose, on fait quelque chose, et du coup, l'adversaire annule son truc ou le repousse. Donc, en fait, on a dissuadé, mais puisqu'il ne s'est rien passé, on a l'impression d'avoir répondu à une fausse alerte. Et ça rajoute encore une complexité. C'est-à-dire, on a l'impression de s'être planté et d'avoir rappelé les gens pour rien, alors qu'en fait, c'est parce qu'on a rappelé les gens que rien ne s'est passé. Et donc, on voit l'espèce d'immense maelstrom là-dedans que ça rajoute, et que, bon, il est vrai que... un an et demi après, on a toujours 20 sur 20 à ce genre d'épreuve. Mais le fait est que c'est quand même assez sévère et que les conclusions étaient assez sévères. Alors, il faut peut-être ajouter à ça un dernier truc, qui est le fait que les services de renseignement israéliens étaient par ailleurs dans la tourmente politiquement, parce qu'il y avait quand même de très fortes dissensions, il y avait une très forte politisation du renseignement par Netanyahou, qui exigeait des choses des chefs de renseignement. Donc ça mettait les services dans un état de tension assez fort. Et donc, ça ne donnait pas forcément envie d'aller contre ce qui était des ordres implicites ou explicites de Netanyahou, c'est-à-dire globalement de ne pas l'emmerder avec Gaza, parce que lui, sa priorité, c'était plutôt l'Iran et le Liban, quoi. Plutôt la priorité l'Iran et le Liban, et puis une stratégie personnelle aussi vis-à-vis du Hamas, qui était une stratégie de division du Hamas, et aussi de financement clandestin du Hamas à des fins de politique intérieure, c'est-à-dire le fait de dire si la menace est contenue, la menace est canalisée, mais on continue de la monitorer, et finalement, tant que le Hamas est au pouvoir, ça permet d'avoir une stratégie politique intérieure à Israël qui, en fait, permet à Netanyahou aussi de faire valoir cette menace existentielle et de sécurité. Toute cette imbrication d'éléments, à la fois les éléments de collecte, les éléments d'analyse, mais les éléments aussi de posture politique, sont des facteurs qui se sont conjugués ou qui se sont cumulés pour finalement donner ce contexte particulier. Et sur l'élément d'avertissement, je crois que c'est ce que tu mentionnes est essentiel. Et en tant qu'historien, ce qui m'intéresse, c'est de mener une enquête, finalement, une sociologie historique des grands facteurs ou des mécanismes qui ont conduit à ça. Et il n'y a pas d'élément normatif qui puisse faire en sorte que ça ne se reproduise pas ou que ce ne soit finalement que jamais plus, même si une grande partie de la littérature stratégique est justement composée de cette idée d'avoir des éléments qui compenseront ou qui feront que c'est pas réplicable. Mais c'est ça, mais les meilleures procédures sont vouées à s'essouffler. C'est ce qu'on disait sur l'avocat du diable. Et ne sont pas infaillibles. Oui, c'est ça. Mais puis on fait quelque chose de très bien pour répondre à une faille,
ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et puis il y a un jour où forcément ça finit par s'essouffler. Enfin, il n'y a pas d'organisation parfaite. Et enfin, voilà, tout le monde se fait surprendre tôt ou tard, quoi. Et puis parce que chacune des menaces ou des contextes historiques particuliers font qu'en fait les choses se passent de manière différente. Enfin, la guerre du Kippour, les Israéliens ont écrit des dizaines de bouquins sur ces sujets, les services ont fait eux-mêmes des rétextes, certains d'entre eux sont encore classifiés, et pour eux, un petit peu comme les Américains pour Pearl Harbor, ça constitue la grande matrice du jamais plus, et on a analysé cette menace et réanalysé pour faire en sorte que jamais ça ne se reproduise. Mais les hommes changent. Les institutions se réforment, les menaces nécessitent d'autres types d'organisation, et au fur et à mesure, même si tout le monde a appris les leçons ou connaît les leçons de ce cas particulier, réussir à en comprendre les mécanismes dans des menaces qui sont d'une autre nature, dans des contextes qui sont très différents, avec des autorités politiques qui peuvent être très différentes ou demander des choses distinctes de ce qui était le cas. Donc en fait, chaque cas a ses spécificités, et c'est de ce point de vue-là une des raisons pour lesquelles le 7 octobre restera aussi comme un cas d'étude important finalement des études de renseignement. Mais je voulais peut-être revenir très rapidement sur le point de la politisation par Netanyahou. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans la culture israélienne, les services de sécurité et les services de renseignement ont vraiment une place centrale et sont perçus par les citoyens comme des éléments extrêmement importants, socle de la démocratie, de la sécurité en Israël. Pour donner un exemple très concret de ça, dans le cadre du Covid-19, c'est le Shin Bet qui était responsable de la collecte et du traitement de l'ensemble des données sur les détections des cas de Covid et de proximité, et ça n'a pas fait une grande polémique en Israël que de confier ça aux services de renseignement intérieur, alors que dans d'autres pays, ce serait davantage le ministère de la Santé, ce serait certainement pas les services de... Donc cet élément-là est central. Et J'étais en train d'imaginer le genre de truc complotiste qu'on aurait en France si en plus ça avait été la DGSI qui s'était occupée du suivi du Covid. Ce serait encore particulièrement plus glorieux. On peut pas l'imaginer. Et donc dans la crise institutionnelle qui s'est créée avec la tentative donc de réforme constitutionnelle engagée par Benjamin Netanyahou, avec une volonté de changer normalement une réforme judiciaire importante, les services de sécurité qui se sont finalement, après des mois et des mois de manifestations, certains pilotes de l'armée de l'air, mais aussi certaines personnes des services de renseignement, ont fait valoir auprès du Premier ministre que sa volonté de passer en force sur cette réforme était finalement en train d'atteindre au cœur le socle de la démocratie israélienne, et surtout de l'affaiblir de l'intérieur, et en l'affaiblissant de l'intérieur, de renforcer les menaces à l'extérieur qui seraient susceptibles de profiter finalement de cet affaiblissement, et que le socle de la sécurité d'Israël était menacé par cette volonté de passer en force. Donc ça a vraiment créé effectivement une tension entre services militaires, services de sécurité et de renseignement, perçus par la population comme garant de l'état de droit, des procédures, face à une volonté de passage en force d'une réforme qui était attestée et qui était critiqué par beaucoup de monde, y compris par les services. Donc ça a créé dans un contexte supplémentaire, un élément supplémentaire de dysfonctionnement aussi dans la relation entre services de renseignement et décisions politiques. Alors ensuite, la question qui se pose, la question centrale autour de laquelle on tourne, c'est donc pourquoi ça a merdé. Ça, on a un peu fait le tour là, même si ensuite on n'aura jamais fini d'en faire le tour, mais bon, voilà. Derrière la question, c'est pourquoi est-ce que ce qui vient ensuite, ça a si bien marché? Puisque je l'ai un peu énuméré en introduction, mais il y a quand même une succession de succès grandioses, littéralement du renseignement israélien qui viennent après, le Liban, Nasrallah, l'Iran, on peut mettre la Syrie au milieu aussi, et un certain nombre de frappes qui désorganisent le Hezbollah, donc Bachar, etc. Enfin bref, voilà. Comment est-ce que vous envisagez, alors on a évidemment beaucoup moins de matériaux sur ce qui vient après, parce que c'est beaucoup plus récent que sur le 7 octobre, qui commence à être bien étudié, notamment en ligne, notamment aux États-Unis. Les Américains se passionnent beaucoup pour ce qu'a été en termes de renseignement le 7 octobre, c'est intéressant. Mais comment est-ce que vous envisagez en quelque sorte ce retournement et cette démonstration d'incroyable efficacité après cette démonstration, cet aveu d'échec total? Il y a deux manières de percevoir la chose. La première consiste à considérer effectivement que c'est un échec massif et que les services ont défailli dans leurs moyens de collecte, dans leur analyse, et que ça a donné le 7 octobre. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, finalement, les services, Shin Bet et Aman, responsables du suivi de la bande de Gaza, avaient beaucoup d'éléments.
en fait, par devers eux et collectait énormément de choses qui leur avaient permis de caractériser la menace. Donc, le Mossad, lui, c'est davantage ce service qui est responsable et en charge des opérations qui ont été menées contre le Hezbollah et là contre l'Iran. Et donc, d'abord, c'est pas les mêmes services. Le Mossad, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais parce qu'ils n'étaient pas dans le coup. Alors, ils étaient pas dans le coup directement, comme on le disait au tout début, c'est-à-dire par la diplomatie clandestine, mais pas dans le coup sur le plan opérationnel et sur le plan du suivi de la menace. Donc, si on parle du Hezbollah, c'est vraiment le Mossad qui est en charge du suivi de cette menace. Et donc, les opérations qui ont été menées à partir de septembre 2024 sont davantage des opérations du Mossad. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre élément, c'est que en plus de ce partage de responsabilités, c'est que la collecte de renseignements de l'ensemble des services israéliens est extrêmement efficace et que autant la faille du 7 octobre qui démontre qu'ils avaient beaucoup de renseignements que les opérations menées depuis montrent que ces capacités de collecte sont extrêmement sophistiquées, extrêmement puissantes. Et la question et le doigt est mis davantage sur l'analyse. Et quand l'analyse dans le cas du 7 octobre, mais là encore la puissance du renseignement israélien sur la capacité à mener des frappes et à mener opérationnellement ou à bâtir des opérations sur du renseignement. Mais ça pose des questions. Enfin, est-ce qu'on peut dire... Ouais. J'allais dire, est-ce qu'on peut dire... Enfin, là où c'est très intéressant, parce qu'il y a une dissymétrie en termes de renseignement humain qui est évidente. Vous l'avez dit, à Gaza, il n'y en avait pas, peu ou pas. Et manifestement, on a l'impression en réalité, qu'ils ont tissé un réseau gigantesque au Liban et en Iran, mais littéralement depuis des décennies, parce qu'on a du mal à comprendre comment c'est possible sinon. Alors certes, le Liban, si on reprend la séquence, il y a l'affaire des beepers, qui ensuite les ramène tous dans le même bunker. Enfin bon, il fallait encore savoir où il était, le bunker, pour le taper, etc. Enfin bon, il y avait... C'est quand même une performance, mais c'est-à-dire... Voilà, on a l'impression que c'est à la fois la victoire du Mossad contre les autres, et en même temps la victoire aussi du renseignement humain, dans une certaine mesure, sur d'autres, sur un front où on l'avait laissé un peu de côté, quoi. Alors, il faut peut-être découper à l'intérieur des sujets. Je pense que si on prend spécifiquement l'opération menée contre le Hezbollah, qui engage à la fois les beepers, mais aussi des frappes contre Nasrallah, enfin la décapitation de Nasrallah, puis de son successeur dans les jours qui suivent, si on prend cette opération, là on est sur du renseignement à la fois humain, mais sur du renseignement électromagnétique et sur du renseignement collecté depuis des décennies. C'est peut-être là un des éléments aussi différents. Le premier élément d'analyse, c'est que beaucoup, comme on le mentionnait tout à l'heure, de capteurs et de moyens techniques et opérationnels ont été placés sur le Hezbollah et sur l'Iran au détriment de Gaza. Dans la hiérarchie des menaces, le Hamas était encore une fois contrôlé, contenu, et donc les moyens opérationnels étaient davantage tournés vers le Hezbollah. Le Mossad, ce qui ressort des enquêtes à la suite de l'opération des beepers, c'est qu'il y avait différents types de renseignements. D'abord, du renseignement humain qui, après le retrait et l'échec finalement de 2006, l'échec au Liban, des sources humaines qui étaient en mesure de recruter le Mossad, qui ont pu, dès la reconstitution des capacités, notamment des bases et des compounds du Hezbollah, des agents de renseignement travaillant au profit du Mossad, qui en fait travaillaient au sein du Hezbollah et qui ont pu renseigner sur la localisation de ces endroits. Donc de sorte que dès 2006 ou dans les années suivantes, les Israéliens ont été informés de ça. Des capacités de renseignement électromagnétique et de suivi de cibles de haut niveau type Hassan Nasrallah, qui, d'après une enquête du New York Times, lui faisait l'analyse que les Israéliens n'avaient absolument pas intérêt à le droner, puisque, en fin de compte, ça aurait déclenché une guerre ou que l'Iran aurait été susceptible de s'impliquer aussi, et que finalement, lui, son évaluation de l'intention d'Israël, c'était qu'ils n'avaient pas l'intention de le tuer. Donc du renseignement humain, du renseignement électromagnétique, et puis des capacités opérationnelles via du renseignement image, le tout ayant permis d'avoir du renseignement d'extrêmement bonne qualité, mais effectivement du renseignement humain en premier lieu, mais couplé avec d'autres types de sources. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'en séquence, enfin on sait que c'est une obsession pour Israël en général et pour Netanyahou en particulier de ne pas avoir l'air faible régionalement, parce que c'est l'idée que sinon ça va être la curée et que tous les autres pays arabes vont se jeter sur Israël, qui est une peur qui sans doute s'explique historiquement, mais qui, je ne sais pas si... Bon bref, elle est encore très actuelle aujourd'hui, mais c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'après une telle démonstration de faiblesse, et quand bien même les deux n'ont rien à voir,
enfin, n'ont rien à voir précisément. Le problème, c'est que c'était séquencé et que c'est pas en ayant du renseignement sur le Liban qu'on en avait sur le Hamas, etc. Qu'ils ont cherché à vider le chargeur, quoi, en quelque sorte, c'est-à-dire à montrer tout ce qu'ils avaient en stock et qu'ils n'utilisaient pas depuis des années ou des décennies en attendant le bon moment. Voilà. En tout cas, vu de l'extérieur, ça donne l'impression qu'ils ont voulu montrer qu'ils étaient tout ce qu'on pensait qu'ils étaient avant le 7 octobre et que, surtout, les autres pays ne pensent pas que c'était une faiblesse du renseignement généralisée, quoi. Alors sur la question des intentions et de la décision d'attaquer Nasrallah et puis sur l'opération en fait sur l'ensemble du Hezbollah, sur la succession d'opérations vis-à-vis du Hezbollah, il y a deux éléments d'analyse et d'hypothèse. La première, c'est que visiblement Benyamin Netanyahou a arbitré sur la base de remontées des services de renseignement, notamment israéliens et du Mossad, que le piégeage des beepers était sur le point d'être détecté par le contre-espionnage du Hezbollah. Que certains, notamment un technicien travaillant au sein du Hezbollah, avait fait remonter la possibilité d'une alerte et que certains beepers avaient été envoyés en Iran pour analyse. Et que la décision aurait peut-être été poussée sur le fait de dire finalement l'opération qu'on a menée, qui est considérable aussi, c'est-à-dire la création de structures commerciales via des agents et des structures commerciales liées à d'autres structures commerciales ayant permis à la fin de mettre, on peut revenir dessus après. Là-dessus, je peux mentionner, il y a une très belle enquête du Washington Post qui, je crois, l'avait sorti en premier, que je mettrai en lien sur comment ils ont réussi à vendre des beepers via Taïwan, etc., par 3 sociétés écrans pour que ça arrive jusqu'au Hezbollah. Voilà, avec une opération en 2 temps, d'abord sur des talkie-walkie, puis ensuite sur des beepers. Mais donc du coup, ça c'est important parce que ça montre aussi la capacité finalement d'opérations clandestines israéliennes de se faire en conjugaison avec la collecte de renseignements. Surtout, ça montre la patience stratégique. Exactement. Les beepers, d'abord les talkie-walkie, puis les beepers, ils étaient là depuis une décennie. Et en fait, qu'ils sont capables d'avoir ce truc, d'avoir le bouton rouge là et de se retenir d'appuyer dessus tant qu'ils n'ont pas envie, quoi. Voilà. Et le talkie-walkie, on parle d'une opération, d'après ce qui est sorti en source ouverte, qui a commencé en 2014. Et puis pour les beepers, c'est des éléments via une société taïwanaise à partir de 2021-2022. Mais oui, ils avaient un truc qui pouvait faire péter dans l'oreille de tout le Hezbollah depuis 2014. Voilà. Et ce qui ressort, c'est qu'une décision n'a pas été forcée par Netanyahou, mais qu'en tout cas, les éléments de collecte des services israéliens laissaient penser qu'ils étaient sur le point d'être découverts et que s'ils voulaient capitaliser sur cette opération importante, il fallait y aller maintenant. Est-ce que c'est un élément de récit? Est-ce que c'est un élément étayé? Pareil, les historiens travailleront sur du recoupement de sources pour savoir quels ont été vraiment les éléments de l'arbitrage. Mais c'est à mettre en perspective, je pense, par rapport à ce que tu évoquais, de vouloir démontrer quelque chose. Peut-être, en effet, mais pas nécessairement. Oui, mais on sait aussi que l'argumentaire officiel israélien, il est faux. Qui est que c'est parce que le Hezbollah a participé au 7 octobre, etc. On le sait que le Hezbollah et l'Iran au-delà ont été plutôt très surpris du 7 octobre, pensaient pas que c'était particulièrement une idée brillante et que ils ont fait un petit truc au nord d'Israël, mais juste pour inquiéter Israël, mais qu'ils se sont au contraire très retenus de rentrer là-dedans. Et donc voilà, le fait est que ça n'est pas le tigre blessé qui se débat contre des offensives de toutes parts. C'est Israël qui a choisi ensuite de mener sa guerre au Liban parce qu'ils en avaient les moyens et parce qu'ils ont trouvé un intérêt politique et stratégique, et puis ensuite prolonger en Iran, quoi. Là, ça touche en fait à l'évolution, au drame profond qu'a constitué le 7 octobre et au changement de stratégie que met en place Netanyahou en Israël, qui renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la perception structurelle d'Israël comme étant menacée par un ensemble de menaces non étatiques et par l'Iran autour. Le 7 octobre et la stratégie de dissuasion, parce que c'est un échec de la stratégie de dissuasion, là c'est la dissuasion par l'attaque préventive que Israël a toujours pratiqué, mais que là, le choix est clairement fait de pratiquer de manière massive, en allant très clairement, pour le parler de manière imagée, découper les têtes ici au Hezbollah en utilisant le renseignement et des opérations clandestines en préparation depuis de nombreuses années pour aller taper ici le Hezbollah,
taper le programme nucléaire iranien, découper aussi des têtes au sein des scientifiques du programme iranien, et puis des capacités balistiques iraniennes. Donc là, on est vraiment dans une stratégie qui vise à aller taper à droite, à gauche, au nord, au sud, devant, pour en fait amoindrir les menaces structurantes depuis des décennies vis-à-vis d'Israël. Donc ça, c'est vraiment un changement de doctrine ou un changement de stratégie, clairement. Avec une question qui est derrière, qui est de savoir s'ils ont vidé le chargeur ou si en même temps le vider à ce point-là. C'est l'argument, c'est notamment Amélie Ferret qui a évoqué ça à ce micro, de dire bon bah oui, mais en même temps ça plonge le Liban dans une telle crise, et voire l'Iran aussi, que c'est toujours du pain béni pour recruter des sources que d'avoir des pays dans une telle crise. Et donc la question c'est, est-ce qu'en faisant ça, Israël affaiblit son levier stratégique et son levier de dissuasion, puisque là manifestement ils ont mis un peu tout ce qu'ils avaient en stock, y compris jusqu'aux États-Unis, y compris avec la bombe pénétrative. Enfin bon, en gros, tous les trucs qui étaient fantasmés, qui étaient des menaces, qui permettaient d'obtenir des concessions, en tout cas de dissuader des choses de la part des adversaires régionaux. Bon bah là, ils ont tout mis, donc il y a beaucoup moins en stock. Ou est-ce que au final, ils vont réussir à se reconstituer, malgré tout ce levier à la faveur du chaos qu'ils ont provoqué. Mais alors, ça pose la question ensuite du prolongement donc du Liban, qui est l'Iran. Alors, le Liban, autant, je veux dire, ça fait un paquet de décennies que les Israéliens ils mettent le pied là-bas, donc on pouvait comprendre comment ils ont réussi à placer des jalons depuis très longtemps, à infiltrer des gens, à recruter des sources. Enfin bon, c'était assez intuitif le fait que les Israéliens avaient beaucoup de sources au Liban. L'Iran, c'est pas la même. L'Iran, ça fait depuis 79 qu'ils sont fermés et qu'ils sont pas, voilà, c'est pas un pays extrêmement ouvert et dans lequel on peut facilement insérer des gens, spécialement des Israéliens. Enfin bon, je veux dire, c'est complexe. L'Iran, d'ailleurs, je peux recommander. On m'a recommandé récemment la série Téhéran là-dessus sur les infiltrations d'agents israéliens, ce qui est sur Netflix. En Iran, qui est plutôt très bien faite, cette série. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, parce que c'est fou. La capacité de ciblage des têtes des gardiens de la Révolution, c'est invraisemblable. Surtout la précision avec laquelle ils ont traité ça par frappe aérienne, ça implique d'avoir des renseignements époustouflants. C'est Joseph Enrotin qui disait à ce micro le truc de un missile qui frappe la chambre à coucher exactement au bon endroit, ça implique que les cibleurs savaient où était le lit. Ce qui implique que quelqu'un les renseigne sur où est le lit dans la pièce. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, disons, de ce truc-là ? Deux choses. Par rapport au premier élément, d'abord, de la stratégie israélienne que on mentionnait tout à l'heure, ce sont des succès tactiques extrêmement importants. Ce sont des succès opérationnels massifs, au Hezbollah, en Iran. Mais il y a des désaccords et des discussions au sein de l'appareil de sécurité israélien sur le fait de savoir si cette stratégie d'aller découper des têtes à droite, à gauche et finalement de tout mettre est la bonne stratégie. Et ça crée des tensions entre les services. Alors, entre le Mossad, le directeur du Mossad et Benjamin Netanyahou, la relation est excellente. David Barnea est une personne qui a toujours justement qui a toujours souhaité frapper l'Iran depuis longtemps et qui est un avocat de cette position. Depuis la démission du chef du Hamas à la suite du rapport sur le 7 octobre, son successeur Binder est aussi très proche de Benjamin Netanyahou. Donc il y a un alignement finalement des visions et des intentions, mais ça n'est pas forcément consensuel, même au sein de la société israélienne. Donc ça, je pense que c'est quand même un point important, parce que la question sera de savoir si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ces éléments-là seront vraiment des grosses victoires stratégiques. À court terme, ça apparaît comme des opérations exceptionnelles, mais elles ne présagent pas de ce qui va se passer ensuite sur la recomposition des menaces dans la région. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il est évident que ce qui s'est passé en Iran repose sur un renseignement d'extrêmement bonne qualité, recoupé par différentes sources, mais ça, on en avait déjà finalement la connaissance en amont, c'est-à-dire l'infiltration par les services israéliens des gardiens de la Révolution, depuis qu'ils avaient réussi à assassiner Ismaël Haniyeh, c'est-à-dire le chef du Hamas, en octobre 2024, je crois, ou peut-être juillet 2024, à Téhéran, alors qu'il assistait à la prise de pouvoir du nouveau président iranien. Le fait de pouvoir agir de cette manière-là sur le territoire iranien vis-à-vis d'un chef du Hamas montrait que... Fin juillet 2024. Montre qu'effectivement, ils avaient déjà des capacités de pénétration importantes. La question que ça pose, c'est que, ce faisant,
qu'ont fait les services de contre-espionnage iraniens au point de ne pas détecter l'ensemble des menaces ou l'ensemble des capacités opérationnelles de collecte d'agents infiltrés israéliens, que ce soit des agents, des officiers de renseignement sous couverture ou en opération clandestine sur le territoire iranien, ou que ce soit des agents de renseignement qui renseignent les Israéliens depuis le territoire iranien. Et puis des capacités de renseignement électromagnétique extrêmement puissantes aussi, et puis des renseignements d'imagerie qui, comme tu le mentionnais, j'ai pas écouté malheureusement l'épisode avec Joseph Enrotin, mais il faut avoir du renseignement de différentes sources pour pouvoir frapper avec une telle précision. Là, on parle des cadres, mais ces cadres-là, ils ont été frappés de manière concomitante avec des opérations en territoire iranien, sur des véhicules infiltrés sur le territoire iranien, desquels ont décollé, de ce qu'on en comprend, des drones, qui ont été recomposés sur le territoire iranien par des agents israéliens, avec recomposés, réassemblés, exactement, sur le territoire iranien, pour aller frapper en amont des vols, pour aller frapper les bases d'enrichissement d'uranium et les sites d'enrichissement d'uranium, aller frapper les capacités de défense solaire israéliennes. Donc en fait, ces opérations iraniennes. Donc ces opérations conjointes, à la fois de ciblage d'individus, d'infiltration de matériel, de recomposition sur le territoire, tout en allant ensuite mener des opérations via cinétique avec l'usage des avions, montre qu'en fait, le renseignement était nécessairement d'extrêmement bonne qualité, extrêmement bien recoupé, et ça, c'est sans doute une des leçons de cette opération-là, comme celle du Hezbollah, qui montre que les services israéliens ont une capacité opérationnelle et une sophistication en matière de collecte et de projection offensive qui est inégalée. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres services de renseignement qui soient capables de prendre aussi un tel niveau de risque sur des territoires étrangers extrêmement contrôlés comme celui de l'Iran. Oui, c'est vraiment une prouesse de la part des services israéliens. Est-ce qu'on peut dire que dans le fond, c'est la preuve que le Mossad est meilleur que les autres ? La différence du Mossad et des services israéliens en général, c'est que premièrement, ils se pensent en guerre systématiquement, donc ça crée aussi une psyché ou un état de la menace qui fait qu'en fait, on n'a pas de temps à perdre vis-à-vis d'un certain nombre de choses et que on est opérationnel. Ça crée aussi une forme d'horizontalité dans l'organisation qui fait qu'en fait, des propositions audacieuses, mais qui peuvent avoir des résultats importants, peuvent être prises sérieusement au sein de l'organisation sans nécessairement être disqualifiées parce que ceinture et bretelles et toute prise de risque est forcément problématique. Donc se penser en guerre, moins de bureaucratie, petites agences extrêmement opérationnelles et puis une culture très 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 portée vers l'offensive qui fait effectivement la spécificité du renseignement israélien. Et peut-être pour terminer, c'est-à-dire quelle recomposition est-ce qu'on peut envisager pour ces services de renseignement israéliens ? Donc il y a un constat d'échec. En même temps, il y a aussi une très grosse capacité à mettre la tête dans le sable, notamment du point de vue du pouvoir politique. Enfin, Netanyahou qui nie beaucoup de choses, qui refuse beaucoup de choses en termes d'investigation, en termes de dévoilement de tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est... Alors là, ça va faire 2 ans quand même. Enfin, ça fait 1 an et demi et un peu plus. C'est-à-dire, c'était peut-être pas le moment sur le moment, mais peut-être que maintenant, est-ce qu'on va assister à un grand remaniement, un grand chamboulement des services de sécurité pour faire plus face à... En même temps, Gaza, je sais pas ce qu'il en reste pour faire je sais pas à quel point surveiller Gaza est une priorité maintenant, puisque essentiellement, ils ont décidé de raser, quoi. Voilà. En gros, comment est-ce que vous pensez qu'on va assister à une recomposition de ces services de renseignement à la lumière de l'échec, des succès depuis 2 ans bientôt? Pour l'instant, ça n'en prend pas la direction. C'est-à-dire que Benyamin Netanyahou a refusé toute forme de commission parlementaire ou de commission d'enquête indépendante sur le 7 octobre. Le Shin Bet et le Haman ont fait leur propre rapport interne. Les conclusions de ces rapports ne sont pas forcément toujours favorables à Netanyahou. Ce faisant, sur un contexte plus large et pas uniquement lié à l'analyse sur le 7 octobre, mais Benyamin Netanyahou a décidé de débaucher le chef du Shin Bet. Et là, aujourd'hui, dans la relation entre le Shin Bet et Benyamin Netanyahou, il y a une crise constitutionnelle, institutionnelle, puisqu'il souhaite nommer à la place
de Ronenbach, qui était directeur jusqu'ici, quelqu'un qui est davantage favorable à ses intérêts, mais ça crée un conflit d'intérêts potentiel qui est souligné par la Cour suprême et qui fait qu'en fait, Ronenbach a fini par démissionner, mais aujourd'hui, c'est le numéro 2 qui fait l'intérim, en l'absence d'un arbitrage de la Cour suprême qui permettrait de nommer quelqu'un. Donc là, il y a vraiment aussi une crise dans la relation. Et puis, cette absence finalement de rétex parlementaire, institutionnel, fait que les agences, dans le contexte aujourd'hui qui est celui qu'on a évoqué, c'est-à-dire d'aller taper un peu partout, fait que les institutions restent en place, que les têtes ont changé pour certaines, mais que les services n'ont pas pour l'instant vocation à changer. Et je ne pense pas que même dans les années à venir, on aille vers une réforme des services israéliens ou une réorganisation de leur périmètre ou de leur partage de responsabilités. Même si un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est que cet élément d'analyse ou de défaillance de l'analyse au sein du Haman et du Shin Bet tient aussi peut-être en partie au fait qu'il n'y a pas dans la communauté du renseignement israélienne d'organismes responsables ou chargés de l'analyse qui ferait le tampon entre le Premier ministre et les services de renseignement, avec de l'analyse, pas de toute source, mais en tout cas issue des différents services, et avec, comme tu le mentionnais, la possibilité de faire des devil's advocates ou d'avoir une capacité analytique de critique interne, finalement. Le Shin Bet et le Mossad sont directement rattachés au Premier ministre. Donc cette absence finalement d'instance intermédiaire est peut-être une des pistes, si réforme il devait y avoir, mais je pense qu'il n'y a aucun élément dans les discours publics et dans les discussions qui ressortent qui montrent qu'on pourrait aller dans ce sens-là. Merci beaucoup, Clément Renaud. Merci. Donc je vais rappeler, je mettrai en lien votre article sur le renseignement israélien autour des frappes sur le programme nucléaire iranien, et puis je rappelle que vous devez à tout le monde, vous devez au monde un papier sur donc les failles du renseignement israélien autour du 7 octobre pour le 7 octobre, donc on gardera un œil dessus. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux ou sur les outils d'Apple Podcast, de Spotify ou de YouTube. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.